2, 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire légendaire, joyeux anniversaire. Merci, ça c'est cool. Non, mais on me l'a pas fait, on l'avait pas encore fait. Donc c'est sympa, non, c'est sympa, merci beaucoup. Bonjour Patrick Sovaral. Bonjour. Bonjour. La première question, ce sera quel est votre meilleur souvenir des 10 ans qui viennent de s'écouler? Les 10 ans en général. Il y a pas un... Forcément, le moment où on sait que notre projet prix et consigne devrait en général être le meilleur moment, parce qu'on se lance enfin. Mais il faut savoir qu'à l'époque, j'aimais pas les légendaires. C'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc d'avoir signé pour les légendaires il y a 10 ans, bizarrement, ça n'a pas été un si bon moment que ça pour moi. Parce que pour moi, c'était les légendaires à l'époque, je voyais ça plutôt comme un pied à l'étrier pour ensuite pouvoir faire réellement les séries que j'avais envie de faire par la suite. Donc je ne pensais pas que 10 ans plus tard, je ferais encore les légendaires. Je ne pensais pas que 10 ans plus tard, ce serait devenu le phénomène que c'est devenu. Donc en fin de compte, à partir du moment où j'ai aimé faire les légendaires, ça a commencé à arriver vers le 5e tome, ça vient un moment, tous les moments qui sont venus après ont tous été des bons moments. C'est très dur de dire s'il y en a eu un qui est plus fort que les autres. Non, après ça a été du bonus, quoi. Ça a été que du bonheur. Donc Même le Fauve d'Angoulême ou le Fauve d'Angoulême m'a plu parce que c'est vrai que c'est un prix que Nado et moi avons reçu de la part du festival, qui est le plus grand festival BD d'Europe, voire du monde, parce que c'est vraiment un festival international. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une certaine reconnaissance d'un festival prestigieux, mais en même temps, c'est mon public qui m'a décerné le prix. Donc c'est un prix de fan avant tout, donc c'est pas un prix prestige pour moi. De toute façon, un prix prestige, je suis même pas sûr que ça existe vraiment. Les prix, j'ai jamais couru après les prix, donc je suis content d'en avoir quand il y en a, c'est certain. Après, je mesure pas le succès de ma série ou l'intérêt de ma série au nombre de prix que j'ai eu. Non, je vous dis, il n'y a pas eu un moment particulier plus fort que les autres. C'est chaque bonne nouvelle qui est venue dans ces dernières années dans la série, que ce soit la création des légendaires origines, que ce soit le fait que prochainement il y aura un animé, tout ça c'est des bonnes nouvelles, mais ça fait partie d'un pack complet, quoi. Voilà. Justement, puisque vous parlez d'origine, il y a le tome 3 qui vient de sortir le 2 juillet dernier. Ouais. Est-ce que, comme en plus il est consacré à Griff, le personnage qui est le personnage préféré des fans, est-ce qu'il y avait plus de pression qu'un tome classique? Il y a eu de la pression, mais pas dû au fait que c'était Griff le personnage principal de ce tome-là. Il y a eu plus de pression parce que techniquement il a été plus compliqué à réaliser. Ouais. Et il a dû être fait un peu à l'arrache sur les derniers mois pour pouvoir avoir un minimum de retard sur la première date annoncée. Donc c'est plus des problèmes d'organisation et des problèmes techniques qui nous ont mis la pression sur la réalisation de ce tome. Pas le fait que ce soit Griff, parce que même si je considère que c'est le meilleur tome origine jusqu'à présent, on s'était pas dit c'est l'album qu'il faut pas louper. On se dit ça pour tous les tomes, à vrai dire. Hein. Le challenge sur la série origine est le même finalement que sur la série principale, c'est à chaque nouvelle histoire proposer quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Donc je pense qu'on a réussi avec Griff parce que il est assez différent des deux premiers tomes origine dans le sens où on le voit beaucoup plus longtemps que les autres, que Jadina ou Danaël enfant. La moitié de l'album il est enfant. Et surtout, je pense que l'un des points forts de ce tome 3 origine et les premières réactions des fans que j'ai pu savoir, à mon avis, m'ont conforté dans cette idée, c'est l'apparition du personnage de Samael, que je vous invite à découvrir pour ceux qui n'ont pas encore acheté le tome, qui pour moi est le vrai presque héros de la première moitié de l'album. Donc je voulais montrer une alchimie un peu différente dans l'importance des personnages par rapport aux deux premiers tomes. Donc en ça, il est différent des autres, mais on ne mettait pas plus d'investissement dans celui-là que dans les autres. Voilà. Donc à l'origine, les légendaires origines, avant que le projet soit concrétisé, vous parliez d'une série plus adulte qui visait justement, les légendaires étaient une série pour enfants, les légendaires origines... Non, j'ai jamais vu les légendaires origines comme une série pour un public adulte. Hein. Quand je devais avoir 10 ans à l'époque, au tout début, vous parliez déjà de ce projet avec un grand sourire. Vous parliez d'une série plus adulte justement. Ça m'étonne parce que moi j'ai jamais vu les légendaires origines comme étant une série pour les adultes. C'est une série avec des adultes, c'est pas pareil. Pour moi les légendaires origines,
ne s'adresse pas à un public plus âgé que ma série actuelle. Hein. Je parle de mes derniers tomes. Hein. Évidemment, les premiers tomes qui sont sortis il y a 10 ans étaient beaucoup plus légers et oui, s'adressaient à un public différent. Mais non, alors, si vraiment c'est perçu comme ça, c'est-à-dire que les légendaires origines soient destinés à un public plus adulte, je dirais qu'on a loupé nos coups parce que c'est franchement pas ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on veut faire, c'est raconter le passé des personnages. Alors le fait qu'il y ait un graphisme adulte et plus réaliste peut donner à penser que c'est destiné à un public plus adulte, mais en fin de compte, les histoires ne sont pas plus sombres ou violentes que les derniers tomes de la série principale. Alors tant mieux si ça attire un public adulte que j'avais pas jusqu'à présent, parce que peut-être qu'ils trouvaient que mon graphisme était trop enfantin et tout ça. Tant mieux si ça attire un nouveau public plus adulte, mais sincèrement, cette série est destinée aux fans qui connaissent déjà la série, quoi. Donc à une majorité de 8-12 ans, quoi. Après, c'est la sensibilité de chacun qui interprète ça comme une BD jeunesse ou adulte, mais dans ma tête, c'est pas dans le but de conquérir un public qu'on n'avait pas avant. Tant mieux si ça se fait, mais c'est pas le but. Dans le dernier tome, Griffe en fer, un nouveau personnage est apparu, Esmeralda. Est-ce qu'elle sera développée prochainement? Non, c'était juste la fille à secourir, entre guillemets. C'est à peine si c'était important de lui donner un prénom. C'est pas un personnage qui est destiné à jouer un rôle par la suite. Elle va pas, genre, temporairement rejoindre l'équipe des légendaires ou quoi que ce soit. Non, c'était la fille à sauver pour que... Elle servait à introduire Griffe adulte dans son nouvel habitat, on va dire, quoi. Donc, elle avait vraiment pas plus de rôle à jouer que celui qu'elle a. La fille un peu nunuche, maladroite... plutôt marrante. Ce que je voulais surtout pas, c'est qu'il y ait une sorte d'amourette, quoi. Ouais. Il y avait déjà une histoire d'amour naissant dans le premier tome origine. Il y en avait une deuxième avec un amour non partagé avec Jadina et le professeur Jean-Lys. Je voulais tourner le tome de Griffe plus vers le côté amitié virile, quoi. Donc lui et Samuel sont le couple, je dirais, même si je sais qu'il y en a pas mal qui vont partir dans des délires. Nadou m'a bien dit en dédicace, on l'a senti venir, après ça, le côté Yahweh et tout ça qui allait venir avec ces deux personnages. Hein. Mais non, voilà, le couple c'est Griffe Samuel, entre guillemets. Esmeralda n'était là que pour faire un prétexte à la scène finale. Et justement, par rapport à Origins, il y a énormément de choses à raconter sur leur passé. Pourquoi ne pas avoir profité de cette nouvelle série pour augmenter le nombre de pages du volume, passer de 46 pages à par exemple une soixantaine de pages? C'est évoqué quasiment à chaque tome, le fait de rajouter quelques pages supplémentaires, encore plus pour le prochain qui va venir, qui est sur celui sur Chimie, parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur le passé de Chimie que je ne sais pas encore comment on va tout loger en 46 pages. Donc c'est pas impossible de rajouter des pages, mais c'est très compliqué, parce que ça rallonge en temps de travail. Pour Nadou notamment, hein, parce qu'on ne peut pas rajouter que quelques pages, c'est par cahier de 8. Donc si on rajoute, c'est forcément au minimum 8 pages. Si on rajoute encore, ce sera 16 pages. Donc on ne peut pas demander un nombre bien précis de pages, genre il me faudrait 4 de plus, non, ça on ne peut pas, quoi. Donc c'est très compliqué et surtout ça modifierait le prix de l'album, il ne faut pas se leurrer. Donc d'avoir une série où les tomes changeraient de prix sans arrêt en fonction du nombre de pages, c'est pas franchement le meilleur coup marketing à faire. Et prévoir dès le départ, on aurait dû prévoir dès le départ plus de pages, je sais pas. Pour l'instant, ça a pu loger, même si certains trouvent que c'est un peu condensé. Moi, je trouvais important de rester justement sur le nombre de pages que la série principale, même si c'est des histoires plus courtes, pour rester dans la même gamme de prix, pour rester dans la même collection. Et encore une fois, ça s'adresse au même lecteur. Donc on voulait un minimum de disparité avec la série principale. Donc moi personnellement, jusqu'à présent ça me va, mais ça, pour certains tomes ça va être plus compliqué que pour d'autres. Ouais. Les légendaires Origines, c'est vous, Patrick Sevral, mais c'est aussi Nadou. Comment évoluer votre collaboration tant au niveau humain que professionnel au bout de 3 tomes? Bon, on s'entend bien, c'est déjà le principal, parce que c'est vrai que le problème quand on prend quelqu'un d'artistiquement doué, ce qui est Nadou évidemment, c'est qu'il faut aussi qu'on soit sur la même longueur d'onde. J'ai proposé la série à plusieurs autres dessinateurs avant Nadou, hein, 3 ou 4 peut-être. Je suis content qu'il m'ait dit non, à la limite, maintenant. Parce que même si Nadou n'était pas mon premier choix, je suis content que ce soit avec elle parce que elle a une sensibilité qui apporte quelque chose en plus à la série.
Elle est comme moi, fan de manga, on vient du même milieu de geek, entre guillemets, hein. Mais elle est d'une génération différente de la mienne, ce qui fait que ses inspirations graphiques viennent plus de séries plus récentes comme Escaflowne ou Evangelion, alors que moi c'est plus Dragon Ball ou Saint Seiya. Donc du coup, elle apporte ses influences à elle dans la série, et c'est une perfectionniste. Donc c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ses dessins sont d'une finesse, à la fois dans le trait, dans la mise en couleur que moi j'aurais jamais pu atteindre, et que j'atteindrai probablement jamais. Et deux, c'est à double tranchant parce que du coup, c'est très dur de tenir des délais avec son souci du perfectionnisme. Donc c'est un travail de chaque instant de trouver le bon équilibre entre l'artistique et l'impératif délai, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est la partie la plus dure à gérer, je dirais. Au niveau communication, on s'échange très bien, elle est très ouverte à tout. Moi, je lui propose régulièrement si tu as une meilleure façon de montrer telle ou telle scène, surtout tu me proposes. Donc on est super ouvert aux suggestions de l'un et de l'autre. C'est plus sur la partie technique, impératif délai, que c'est dur à gérer. Mais bon, on y arrive petit à petit, quoi. Va falloir quelques tomes pour qu'on se rende bien à cet exercice-là. Mais sincèrement, ça se passe bien. Vous comptez lui donner plus de liberté au niveau des crayonnés, par exemple? Je lui offre la même liberté qu'au départ, hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, je lui propose ma BD sous forme de crayonné. C'est-à-dire que je lui envoie en fin de compte tout le tome crayonné. Mais à chaque fois, je lui dis, si tu as une autre façon que tu penses plus efficace de montrer telle ou telle scène, tu me proposes. Tu ne la fais pas sans me le dire, mais tu me proposes. Donc à chaque fois, voilà, elle a la même liberté à chaque fois. Donc on peut pas faire plus, qu'on va dire. Et parmi les candidats autres que Nadou, est-ce que vous pourriez vous donner des noms? Oui, bien sûr, il y a eu Tony Valente, qui fait la série Radiante actuellement chez Ankama, à qui j'avais proposé ce projet-là juste avant qu'il lance la série Anna Hattori, publiée chez Soleil auparavant. Il y a eu Jérôme Alquier qui a fait la BD Surnaturel chez Delcourt. D'ailleurs, le fait qu'il fasse Surnaturel chez Delcourt a été la conséquence finalement de son refus de faire la série principale, parce que n'étant pas attiré par mon projet, mais voulant quand même être publié pour ses propres projets, je l'ai mis en relation avec les éditions Delcourt, et du coup voilà, il a sorti Surnaturel. Et les autres, ça a été plus des dessinateurs amateurs comme Nadou, que j'ai contacté via le web ou des choses comme ça. Mais aucun n'a été très loin. C'était soit des refus très vite, soit des premiers tests qui se sont avérés pas du tout à la hauteur. Voilà. Okay. Donc, voilà. Est-ce que la communauté vous influence et en quelle mesure dans la réalisation des communauté scénarios? des fans, via les forums, ce genre de choses? Elle m'influence, non. J'aime savoir connaître leur avis, ne serait-ce que pour voir s'ils ont capté ou pas ce que je prévois de faire, et de plus en plus c'est le cas. C'est de plus en plus. Avant, je savais bien manipuler mes lecteurs, entre guillemets. Je mettais des news qui étaient un peu floues, qu'on pouvait interpréter de différentes façons. Et souvent, ils partaient dans des délires très éloignés de ce que je prévoyais de faire. Et du coup, je disais, moi, ça m'arrange, comme ça, ils vont être surpris. Mais plus ça va, plus les fans connaissent ma façon de penser et de faire. Donc, très souvent, je dirais pas en quoi ils ont raison, mais très franchement, il y en a plein qui ont trouvé ce que prévoit par exemple Calandre dans le temps prochain. Donc, pour certains lecteurs, ça va absolument pas être une surprise, la conclusion du diptyque actuel. Mais je m'en sers pas du coup pour rebondir et changer la fin. Non, je reste sur ma fin, tant pis elle a été découverte par certains. Je ne vais pas m'amuser comme ça dans les moments à changer le scénar, parce que sinon je ne peux pas, quoi. Ça va devenir chaotique. Déjà que j'ai quelques invraisemblances scénaristiques au cours de la série. Alors si je prends un virage à chaque fois, non, je peux pas. Donc non, même le sondage, la rubrique sondage qu'il y a sur mon site ne sert pas à connaître les attentes du lecteur. C'est plus un jeu pour un petit gadget en plus que je mets sur le site pour les amuser. Mais j'en tiens pas compte, quoi. J'en tiens pas compte. La seule chose pour laquelle j'ai tenu compte de l'avis des fans, c'était pour l'histoire d'amour entre Griff et Chimie, que les fans ont tout de suite voulu très, très fort, et auquel j'ai fini par céder parce que ça ne changeait pas les histoires que j'allais faire, qui étaient prévues. C'est la seule fois où je me suis laissé influencer. Des fois, je lis même sur le forum des hypothèses qui sont meilleures que ce que j'avais prévu moi, quoi. C'est-à-dire, des fois, je dis, je parie qu'il va se passer ceci, qu'il va se passer ça, puis je lis le truc, je dis, putain, mais c'est bon ça, c'est ça que j'aurais dû faire, quoi. Mais bon, non, je suis lancé, tant pis, je fais ma fin, moi. Mais ça m'arrive de voir des suggestions. Alors, le gros délire en ce moment, que je vois sur les forums ou sur le livre d'or,
enfin surtout sur le livre d'or. Et il y en a plein qui me disent, vous avez dit que, alors que j'ai jamais dit ça, qui pensent que Calandre est la fille du gardien, quoi. Alors ça, je n'arrête pas de le lire tous les mercredis. Vous avez dit que, ah mais je me souviens, vous avez dit que le gardien, il y en a même qui disent, oh j'ai vu une illustration de vous avec le gardien, Calandre et les enfants. N'importe quoi, Non, j'ai le jamais gardien, fait ça. c'est un montage, effectivement, Hein, mais c'est c'est un montage hypothétique, moi. Ah ouais, alors parce que moi je me dis, mais non, j'ai jamais fait ça. Alors soit t'as imaginé, soit c'est un montage, mais moi j'ai jamais dessiné C'est un ça. montage avec le gardien, histoire de mettre. Ah, c'est toi? Mais c'est un hypothétique, D'accord, pas un truc. d'accord, mais il y en a qui pensent que c'est moi qui ai fait le C'était pas une dessin. affirmation, c'était D'accord, vraiment. mais moi il y en a qui pensent que c'est ça, genre, ah j'ai vu l'illustration, comme quoi j'avais raison. Non, voilà. Comme quoi, je Et donc en ce moment c'est ça, quoi. Ils veulent prendre des morts, c'est le gardien le père. Bon, c'est comme ça. Bon, tant mieux, comme ça les éloigne de la réalité, quoi. Est-ce que vous avez un message à adresser aux membres du forum Nouvelle Ère? Membre du forum Nouvelle Ère, ben déjà. Ah, caméra. Caméra. Ben, à tous les membres du forum, je dis merci. Parce que vous êtes la communauté de fans la plus fidèle et la plus active qui soit. Hein. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous me suivez depuis le début de la série, depuis déjà 10 ans. Alors je ne sais pas à quel âge vous avez commencé la série, mais vous avez 10 ans de plus maintenant. Et très franchement, voilà, c'est agréable de se sentir soutenu en tant qu'auteur, parce que auteur, c'est un métier de solitaire, mais seul, chez soi, sur sa table, devant sa planche à dessin, devant son ordinateur. Et c'est régulièrement en lisant les réactions des fans sur le forum, ou sur le livre d'or, ou des fois en rencontre dédicace, que je mesure la chance que j'ai de faire cette série à succès, et qui compte, je sais, pour beaucoup dans vos vies. Alors des fois plus que ça ne devrait, mais voilà, il faut bien mesurer que ce n'est que de la bande dessinée, que c'est juste un échappatoire au problème, et c'est pour passer un bon moment. Mais je suis vraiment content de savoir qu'elle a une grande importance dans vos vies, parce qu'elle en a beaucoup dans la mienne. Et je peux juste vous dire que je ne vous laisserai pas tomber. Et que franchement, même si certains craignent un peu, parce que je sais, j'ai lu régulièrement sur le forum, je ne sais pas si vous êtes de ceux qui sont de cet avis, que la série depuis quelques tomes décline. Bon, je suis vraiment désolé si c'est l'impression que vous avez eue, mais je peux vous dire que le dernier arc que je prévois pour la série, vous allez tomber sur le cul. Voilà. Je vais prendre certains gros risques. Ça ne sera pas la première fois, j'en ai pris lorsque j'ai tué Danaël. Au moment de l'arc d'Anatos, mais c'est un risque qui s'est avéré payant, parce que je trouve que la série y avait beaucoup gagné. Voilà, je peux vous dire que les prochains tomes vont vous retourner, dans le bon sens, j'espère. Ciao. Ça promet. Donc ce sera aussi radical que le mouvement avec Anatos. Ça sera beaucoup plus radical. Beaucoup plus radical. Beaucoup plus radical. Ok. Il y a aussi un nouveau personnage qui va arriver bientôt, c'est Artemus. Oui. Est-ce qu'il a une chance de survivre finalement à la série, étant donné que tous les alors personnages un sont truc morts au à moins savoir sur Artemus, et en ça je me félicite, c'est que tout le monde le déteste. C'était le but. Je voulais, parce que je l'ai présenté avant de le décrire sur le site, donc j'ai juste montré son visuel et tout ça. Et les premières réactions des fans c'était genre non, c'est une blague, vous n'allez pas mettre ça dans les légendaires, mais c'est qui, c'est quoi. Enfin, voilà, que des réactions négatives, et je me suis dit waouh, super. Parce que c'est exactement ce que je veux. Je veux pas que ce personnage soit aimé, parce que ça fout tout en l'air. Ce personnage, il a rien à faire parmi les légendaires. C'est pas compliqué. Il est cupide, il est asocial, il est manipulateur, il est égocentrique, il est lâche. Il a rien à faire dans les légendaires, mais c'est parce qu'il a rien à y faire que sa présence parmi eux va complètement chambouler l'arc actuel. Même si pour l'instant ce sera dans une moindre mesure dans le tome 17, mais il faut savoir qu'il sera au cœur du dernier arc de la série, quoi, de la série légendaire World Without. Il sera au cœur de la série, on peut presque le voir comme le personnage principal. Excusez-moi si j'en ai fait tomber quelques-uns de leur chaise, mais je peux vous dire que sa présence à venir dans la série va apporter quelque chose d'absolument dingue. Voilà. Et donc les légendaires seront forcés de le prendre parmi eux. Alors, Tant pis, là si c'est compliqué. parlons. Ils vont pas avoir le choix. Donc, il faut savoir qu'il ne sera pas tout de suite un légendaire. Dans l'arc de Calandre, donc 17 et 18, il va se retrouver pris dans le mouvement, on va dire, de l'histoire. Il va accompagner les légendaires, mais sans chercher à rejoindre le groupe. Mais il va, sans le vouloir, prendre une partie très active à l'aventure. Voilà, c'est le gaffeur qui
qui va faire chier tout le monde, mais qui va finalement sauver la situation à plusieurs reprises, quoi, sans même le vouloir, quoi. Donc en fait, dans le tome 17 et 18, Artemus est le caillou dans la chaussure de Calandre. Voilà. C'est pas compliqué, c'est le truc qu'elle avait absolument pas prévu et qui va la faire chier, quoi. Voilà, complètement, alors que c'est le minus absolu total, quoi. Il a rien à héros, il sait pas se battre, c'est un pleurnichard, il s'enfuit en cours, enfin, voilà. Mais c'est un caillou énorme dans la chaussure de Calandre. Voilà. Donc là, j'ai parlé d'un nouveau personnage. Est-ce qu'il y aura d'anciens personnages qui vont revenir dans le dernier acte, comme Elisio, Darkel ou le gardien, Alors, par exemple? Darkel, c'est sûr, parce que j'ai envie de finir la série avec son méchant emblématique, qui n'est pas forcément le plus puissant, mais qui est celui qui quand même est à la base de la série. Donc Darkel, il ne sera pas tout seul, il y aura Abyss. Abyss fera son retour en tant que méchant. Donc eux, c'est les deux que je suis sûr à 100% de faire revenir. Parce que ce seront les méchants, entre guillemets, du dernier arc. Après, oui, il est possible de croiser beaucoup d'anciens personnages, et je le ferai probablement, je ne sais pas encore qui, et dans quel ordre et dans quelle importance. Mais oui, je pense que ce sera l'occasion de refaire un petit coucou. Peut-être certains, genre le temps d'une cage, genre au fond, ah mais au fond c'est pas machin ça. Ouais. Des fois ça pourrait être ça. Mais oui, je pense que je vais faire une petite photo de famille entre guillemets, quoi. Final, ouais. D'accord. Est-ce que Danaël va réintégrer l'équipe des légendaires d'ici la fin de la série? Alors, d'ici la fin de la série, je sais pas, parce que j'ai pas encore la conclusion du dernier arc de l'arc World Without. Je sais de quoi va parler World Without, mais je sais pas comment je vais conclure cette histoire-là encore. Je me refuse d'y penser parce que c'est quelque chose qui va arriver que dans 4 ou 5 ans. Donc pour l'instant, s'y penser si tôt, ça va me frustrer. Ce que je peux dire sur Danaël, c'est qu'il va être là jusqu'à la fin de la série, ça c'est sûr. Son retour est définitif. Retour dans le groupe, c'est encore autre chose. Ça, j'ai absolument pas décidé s'il est probable ou possible qu'il réintègre le groupe tel qu'il était au départ. Et il refait partie de la série à partir du tome 17. Ça, il n'y a pas photo. Il restera l'un des personnages principaux. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Retour dans le groupe, c'est autre chose. Vous développez deux équipes de légendaires parallèlement, celle pré-cycle avec Origine et l'actuelle avec la série mère. Laquelle préférez-vous et pourquoi actuellement? Si je devais me mettre à la place du lecteur, je préférerais la série Origine. Parce qu'elle est techniquement beaucoup plus aboutie que la mienne. Et les histoires, même si elles sont plus denses, en sont du coup plus fortes parce qu'il n'y a pas de temps mort. Il faut tout de suite aller à l'essentiel, donc il n'y a pas une page ou une case qui est inutile, qui ne se passe rien. Alors que dans la série principale, dont les histoires sont en général composées de 2 tomes, je peux me permettre d'y aller doucement dans l'intrigue pour finir sur un bon cliffhanger en fin de tome, ou pour avoir un monumental retournement de situation dans le 2e tome. Donc du coup, je peux me permettre de prendre mon temps et de raconter des choses qui finalement ne servent pas à l'intrigue principale. Donc ça, c'est en tant que lecteur. En tant que scénariste et dessinateur, je préfère la mienne parce que c'est là que je m'investis le plus. Ça fait 10 ans que je la fais. Je suis fier du chemin parcouru et je m'investis beaucoup plus là-dessus que sur la série Origine. Parce que la série Origine, je ne fais que le scénario et les crayonnés. Donc chaque tome ne me prend que 2 mois. Alors qu'un tome de la série principale me prend 8 mois. Donc en tant qu'auteur, je ne peux qu'être plus attaché à ma série, même si artistiquement, elle n'est pas à la hauteur de la série Origine. Donc voilà, j'ai vraiment 2 points de vue sur la série. Finalement, le lien entre l'ancienne et la nouvelle équipe, c'est Calandre. À quel moment avez-vous voulu l'intégrer Je ne me souviens plus exactement. C'est durant le cycle d'Anatos que m'est venue l'idée de Calandre, je pense. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas encore trouvé son nom. Son nom m'est venu d'une fan, à vrai dire, qui s'appelait Calandra. J'ai eu en dédicace. Ah, bah tiens, je note. Voilà. Alors, quand j'ai fait apparaître Calandre pour toute la première fois, je crois que c'était dans le tome 11, je savais que c'était un personnage qui tirait les ficelles. Que j'allais en faire un personnage qui tirait les ficelles, qui manipule un peu tout le monde dans l'ombre depuis longtemps pour des raisons personnelles.
Ce que je ne savais pas encore, c'est quelle importance elle avait vraiment dans le passé de chaque légendaire. Et quand avec Nalou, donc on a décidé de faire le tome origine, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal du coup de montrer de quelle manière Calandre a pu être présente dans le passé des légendaires sans qu'on en ait jamais eu idée, quoi. À l'époque, c'était pas prévu, j'avais pas encore inventé Calandre. Mais du coup, je me suis dit, bon, voyons où je peux glisser Calandre dans le passé des légendaires pour dire c'est à cause d'elle que. Parce on savait déjà grosso modo quel était le passé de chaque légendaire. À moi de décider à quel moment Calandre a été le poteau indicateur pour faire changer la destinée de ce légendaire, quoi. Darkel et le gardien étaient un peu des personnages qui savaient tout sur Alysia. Darkel beaucoup moins quand même. Le Oui. gardien, oui, il avait son un globe. côté un petit peu, voilà, ouais. Mais pourquoi ils n'ont pas eu vent des projets de Calandre? Enfin, peut-être sachant que quand je dis que Calandre j'ai inventé beaucoup plus tard, on pourrait se poser la question. C'est vrai que si on devait creuser la chose, ce serait probablement à rajouter dans les invraisemblances scénaristiques que j'ai créées. Après, le gardien, il se servait surtout de son globe pour observer ceux qui se rapprochaient de lui ou ceux qui étaient à la recherche des pierres, quoi. Donc Calandre, vu que c'était pas son objectif de chercher les pierres, pour l'instant, voilà. Voilà. On pourrait imaginer qu'elle n'ait pas eu vent. Après, il faut savoir que Calandre elle-même devait déjà être au courant de l'existence du gardien. Alors peut-être que magiquement, elle avait un moyen d'échapper à sa vigilance. On peut imaginer plein de choses. C'est des facilités que j'invente au dernier moment pour dire ah mais c'est à cause de ça en fait je peux pas. Mais voilà, on peut imaginer que étant donné sa connaissance de l'avenir et des choses, qu'elle ait pu dissimuler magiquement sa présence aux yeux du gardien. Tout à fait possible. Son implication dans le passé d'Arkel, par contre, je ne l'ai pas encore trop décidé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà. Vous avez réfléchi à un tome 6 origine sur Darkel? C'est ça, le 6 normalement est celui sur Darkel. Je me pose plus la question de savoir si je ferai également un tome sur Ténébris, parce que pas mal de fans le veulent, mais j'ai pas encore décidé. D'accord. Calandre est très mystérieuse, on se demande tous qui elle est. Moi j'ai une question, qui est Kitou? Kitou. Alors, Kitou c'est une amie. Hein. C'est une amie, alors contrairement à ce que beaucoup pourront penser, Kitou ce n'est pas Nadou et ce n'est pas moi. Il y en a qui des fois posent la question, qui félicite Kitou pour le tome origine. Non mais il est pour rien quoi. Non, Kitou c'est une amie, en fait c'est une ancienne collègue de boulot tout simplement. Là où j'étais avant de faire la BD, j'étais décorateur sur porcelaine. Je bossais avec elle. Et puis on est super potes, on est super amis. Et puis voilà, quand j'ai décidé de rouvrir le livre d'or, j'ai commencé avec quelqu'un d'autre, avec Clémentine à l'époque. Et maintenant Kitou, depuis bien 2-3 ans maintenant. Et voilà, donc c'est juste une amie qui ça amuse de faire ça, quoi. Donc tous les mercredis, elle vient chez moi, on passe un moment, on rigole, on lit les questions des fans et tout ça. Après, elle ne veut pas être exposée. Je lui ai proposé à plusieurs reprises, mais viens en dédicace avec moi, comme ça tu signeras les albums et tout ça. Non, ça l'intéresse pas. Donc elle veut pas dévoiler qui elle est, elle veut pas qu'on mette une photo en ligne, tout ça. Voilà, c'est juste une amie. C'est juste une amie. On a parlé de la série mère, maintenant on va aborder le dessin animé, donc normalement qui comportera 26 épisodes. C'est ça. Est-ce que vous savez déjà comment sera découpée la série parmi ces 26 épisodes, notamment alors, le problème avec le dessin animé, il y a ce que je sais et ce que j'ai le droit de dire. Parce que malheureusement, comme il y a beaucoup d'intervenants et beaucoup plus, il y a TF1, il y a la maison de production et tout ça, je ne peux dévoiler que ce qui a été officiellement déjà dévoilé, on va dire. Donc ce que je peux dire, c'est que donc voilà, il est bien prévu 26 épisodes de 26 ou 24 minutes hein, dans ces eaux-là. Ce que je peux dévoiler, c'est que ces 26 épisodes ne vont pas retracer ma BD. Pas du tout. Même pas le pilote, même pas la conclusion, rien. Non. C'est vraiment une histoire à part. C'est comme si je faisais une troisième série BD des légendaires et que je disais voilà ce qui s'est passé entre le tome 2 et le tome 3. Donc voilà. Donc en fin de compte, c'est des aventures des légendaires qu'on pourrait situer chronologiquement dans les 4 premiers tomes, je dirais dans l'esprit. Ça, c'est l'équipe de base. Darkel, il l'affronte régulièrement, ce genre de choses. Mais en même temps, c'est pas exactement le même univers parce qu'il y a des variantes. Je pense notamment au personnage de Ténébris qui sera présente, mais qui sera du côté de son père. Donc en fin de compte, on verra Ténébris enfant dans le dessin animé, mais elle ne sera pas du côté des légendaires comme dans ma BD. Elle est du côté de son père, c'est son lieutenant et tout ça.
Donc il y a des variantes qu'on s'est autorisées pour équilibrer les forces. Je voulais pas qu'il y ait que les gendarmes d'un côté puis que Darkel d'un côté, donc il fallait équilibrer les rapports de force en mettant quelqu'un du côté de Darkel et donc Ténébris était tout indiqué. Malgré tout, elle a toujours cet attachement profond pour Razia qu'elle essaye de ramener. Allez, reviens vers nous, on était mieux ensemble, tout ça. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Darkel ne sera pas le seul méchant. Skroa sera de la partie également. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Il faut savoir également que les épisodes ne se suivront pas chronologiquement et auront chacun leur conclusion. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque épisode est une histoire complète et ça ne sera pas à suivre. C'est-à-dire que l'épisode 2 pourra très bien être diffusé à la fin de la série et le premier aussi et inversement. Je veux dire, tous les épisodes seront interchangeables chronologiquement. Il n'y a pas de suivi chronologique dans la série. Ça, c'est un souci, un désir de TF1 pour que les spectateurs ne soient pas largués, on va dire, si jamais ils viennent à louper des épisodes, quoi. Donc, chaque épisode aura sa conclusion. D'accord. Et quel est votre poids justement au niveau du scénario, du design Alors, j'écris pas les scénars, c'est pas moi. Pareil, c'est pas moi qui fais le design, par contre, c'est moi qui les valide. Donc, j'ai un rôle de consultant, de validation sur toute la partie artistique et scénaristique de la série. C'est-à-dire que tout ce qui est synopsis, pitch, les idées, les décors, la faune, la flore, les personnages, tout passe par ma validation. Je demande des retouches, je demande des modifications de scénar. Des fois, je fais des suggestions. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent que je dis non, ça colle pas avec les légendaires. Il ferait pas ça ou il dirait pas ça. Donc, du coup, je leur dis faites, voilà, ce que je vous propose comme scène, plutôt celle-là, ça rentre plus dans le style, dans l'univers des légendaires. Moi, voilà, mon rôle et moi, c'est de superviser et de faire en sorte qu'il y ait le moins d'incohérences, même si il y en a certaines qui sont volontaires, comme le côté Ténébris, du côté des méchants, de faire en sorte que ça respecte l'esprit de la série originale. Voilà. Et vous avez déjà des doubleurs? Il y a eu des doublages de faits, mais ça a été des doublages faits pour des tests. Et c'était des tests en anglais. Donc ça ne serait pas du tout les voix choisies. C'était plus pour des tests d'animatique, hein, de petites scènes, pour voir un peu de mise en scène qu'il y a eu du doublage. Donc non, il n'y a pas eu de doublage. Parce que je peux dire déjà aux fans qui me disent « Ah, est-ce que je pourrais faire doubler ceci, doubler celui-ci, celui-ça » Ah, c'est quand le casting et tout ça. En fait, on prendra des doubleurs professionnels et adultes. Pour deux raisons. C'est que voilà, c'est des professionnels, donc voilà, on sait un peu à quoi s'attendre et on sait ce qu'ils ont pu donner sur d'autres séries animées. Et le fait que ce soit des adultes, ce sera beaucoup plus facile à faire travailler. Déjà au point de vue réglementation, pour travailler pour les enfants c'est compliqué, mais surtout les enfants ils grandissent et la voix change. Donc si c'est pour changer de doubleur enfant dans un an parce qu'il aura mué, on peut pas. Donc voilà, malheureusement il y aura bien un casting probablement, mais ce sera un casting de doubleurs professionnels. Vous parliez de doublage en anglais. Moi, j'ai vu un titre du dessin animé en anglais sur un visuel. Ouais, The Legendaries. Ça veut dire que ça sera exporté à l'étranger ou... C'est franchement réfléchi comme. Hein. Okay. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui ont dû être, par exemple, retouchées, je parle par exemple des costumes des personnages, il y a eu des retouches à faire visuellement sur les costumes des personnages, pour deux raisons, soit pour des raisons d'animation, des choses qui étaient trop dures à animer, on a dû les modifier visuellement dans les costumes, soit pour des raisons d'exportation, on va dire. Comme on vise le marché américain, et ça tu l'as bien senti à travers les premiers visuels publicitaires et moi à travers les élématiques qui étaient tous doublés en anglais, c'est qu'on vise le marché américain avec, et le marché américain il est plus prude, beaucoup plus voilà, que le marché français, ils sont beaucoup plus puritains, donc il y a des choses qui nous sembleraient acceptables, qui eux pourraient les choquer. Donc il y a eu des modifications. On tient en permanence compte du marché américain pour la réalisation et pour ce qu'on peut avoir dans le dessin animé. Et est-ce que la bande dessinée va être elle aussi exportée? Il y a eu un échec en 2005 avec l'Espagne. Est-ce qu'il y a la possibilité de relancer ça? Je pense que l'animé aidera. Parce que la BD c'est très dur à exporter parce que peu de pays lisent de la bande dessinée finalement. Il y a le marché américain, il y a le marché un peu asiatique avec les mangas et nous on a la BD franco-belge. Mais si on sort de là, des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, c'est pas forcément des grands lecteurs de bande dessinée, même s'il y en a.
Et c'est pas évident d'exporter. Le même phénomène ne se reproduit pas partout. Voilà. Parce que Astérix, Tintin, Black et Mortimer. Voilà, mais ça, c'est des classiques qui existent depuis très longtemps dans ces pays-là et où il y avait beaucoup moins de concurrence à l'époque. Donc, voilà, il y avait de la place encore pour ce genre de série. Maintenant, c'est beaucoup plus dur à exporter. On pense que l'animé, lui, va faciliter les choses parce qu'un dessin animé, c'est beaucoup plus facile à exporter. Tous les mômes ont une télé quasiment, et tous les mômes aiment regarder des dessins animés, quelle que soit leur culture. Donc je pense que ça va être très facile, beaucoup plus facile en tout cas, de faire connaître les légendaires mondialement via le dessin animé. Et du coup, ça fera peut-être un appel de la bande dessinée quand ils sauront que le dessin animé est tiré d'une BD. Ah, mais le dessin animé, mes gosses adorent, on va acheter la BD. Il y aura peut-être un appel, voilà, comme ça, qui se fera. On ne le fait pas pour ça. On ne fait pas pour le dessin animé pour promouvoir la BD, mais je pense que ça pourra jouer. On peut donc espérer plus de produits dérivés. Oui, même avant le dessin animé. Même avant le dessin animé. Des manuels, des posters, mais il manque plus que les jouets, quoi. Quand je serai autorisé à en parler, voilà, mais beaucoup moins loin a priori que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. C'est pas les 10 ans pour rien de la série. Voilà, c'est-à-dire. Donc nous avons parlé des légendaires, là on va parler plus de vous, Patrick Sobral. Donc vous avez parlé de la porcelaine tout à l'heure, le fait que vous ayez travaillé 12 ans dans c'est une usine. Une usine de porcelaine, une boîte de porcelaine, une usine. Ouais, dessinateur sur porcelaine. Est-ce que finalement cette ancienne profession vous a servi pour votre oui. profession de dessinateur? Oui, parce que donc j'étais décorateur sur porcelaine, donc je peignais au pinceau ou à la plume, j'enluminais des objets en porcelaine, en relief et tout ça. Et c'était quand même du travail à la chaîne. Il fallait avoir une certaine production, il fallait aller très vite. Donc il fallait avoir le geste sûr et délié quoi, quand on peignait nos objets en porcelaine. Donc si ça m'a donné quelque chose, si ça m'a apporté quelque chose pour la bande dessinée, c'est certainement le geste sûr et rapide. Parce qu'il ne fallait pas se louper, quoi. Donc ça m'a aidé en ça. Après, il m'aurait pas fallu 12 ans pour acquérir ce geste sûr. Je regrette évidemment de ne pas m'être lancé dans la BD plus tôt, maintenant que je vis ce que je vis avec la série des légendaires. Je me dis, mince, si j'avais su, j'aurais peut-être une expérience beaucoup plus tôt et j'aurais quitté mon ancien job beaucoup plus tôt, mais bon, c'était peut-être pas le bon moment non plus à l'époque. De l'aveu même des éditions Delcourt, ils m'ont dit 2 ans avant ton projet, on l'aurait même pas ouvert. Voilà, on ne cherchait pas ça à ce moment-là. Donc c'est vraiment un concours de circonstances qui a amené le légendaire là où il en est maintenant. Je l'aurais proposé quelques années plus tôt. Ça aurait peut-être pas marché, quoi. Ouais. Et quel regard peuvent avoir les collègues que vous aviez autrefois par rapport à... Ah ben, ils sont contents pour moi, c'est sûr, c'est génial. Je continue à garder contact avec beaucoup d'entre eux parce pour certains, ils étaient même déjà mes amis avant. On avait fait notre CAP ensemble de décorateur sur porcelaine et après on s'est retrouvés embauchés par la même boîte. Donc il y en a certains que je connais depuis mon adolescence, quoi. Quand je continue à voir régulièrement, non, ils sont contents et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est en fait, des fois, ils me racontent des anecdotes par rapport à ça. C'est que des fois, ils sont amis avec d'autres familles qui ont des enfants. Ils disent, ah, mais tu sais que nous, on connaît l'auteur des légendaires, c'est un ami à nous, il vient souvent manger. Non, comme ça, quoi. Ou alors ma petite cousine qui est un peu grande maintenant, mais qui à l'époque, au début de la série, disait dans sa classe, ouais, c'est mon cousin, l'auteur des légendaires. Ouais, c'est ça. Mytho, tout ça, quoi. Jusqu'au jour où j'ai fait une intervention scolaire dans sa classe. C'est comme ça. Non, c'est amusant, il y a des anecdotes comme ça qui se passent, mais mes rapports avec mes collègues n'ont pas changé, parce que moi-même je ne pense pas avoir changé. Donc avec mes amis, mes collègues, mes anciens collègues, pas de... Non, ils sont contents pour moi, voilà, c'est cool, simplement. Et certains parmi eux ont été tentés de suivre, de Non. commencer aussi une série? Non, parce qu'ils ne sont pas du tout versés dans le manga ou dans la BD. Ils avaient des dispositions artistiques, et ce qui les ont conduits à faire le même métier que moi, finalement, de décorateur sur porcelaine. Mais aucun d'eux n'avait cette passion que j'avais pour l'animé ou pour le manga ou pour la bande dessinée. À la limite, ça arrive à certains d'entre eux de peindre chez eux, de faire des toiles, de la peinture juste comme ça. Mais c'est tellement différent qu'en fin de compte, on n'a pas du tout les mêmes influences, quoi. Non, pas du tout. Au début des années 2000, donc vous avez révolutionné la bande dessinée en introduisant une dominante manga dans la Je pense pas avoir été le premier à le faire, mais oui, bon, ouais. Et pourquoi être pas parti dans plutôt une format manga plus que bande dessinée, justement? Mais les premiers projets que j'ai proposés aux maisons d'édition étaient plus pour le format manga. La BD Démon, dont on peut voir les premières pages sur mon site, ça c'est la version couleur pour un format franco-belge. Mais il faut savoir qu'avant cette version-là, j'ai fait une autre version de la BD Démon, j'ai fait même beaucoup plus de pages d'ailleurs, en noir et blanc, et elle, c'était destiné à un format manga.
Seulement, à l'époque où je suis venu avec ce format-là au Festival de la BD d'Angoulême, comment dire, le public n'était pas prêt et les éditeurs non plus. Il n'y avait pas encore les mangas à la française qu'il y a maintenant, comme Radiant, comme Pink Diary, comme Dreamland. Tout ça n'existait pas encore il y a 10 ans. Donc du coup, en proposant ce format-là, dire de la BD française pour un format manga noir et blanc, les éditeurs ont dit non, on ne fait pas ça, voilà, ça, on ne sait pas comment gérer. Et ils m'ont dit, ben, si on veut du manga, on achète les droits à un manga japonais, ça va nous coûter moins cher que d'investir dans un jeune auteur français quand on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc très franchement, on m'a vite fait comprendre que c'était pas dans ce crayon-là qu'il fallait que je tape. Et c'est pour ça qu'après, j'ai rebondi sur une version couleur et franco-belge du même projet Démon, parce que c'était vraiment le projet qui me tenait à cœur et sur lequel je bossais depuis 2 ans à ce moment-là. Mais bon, le retour n'a pas été beaucoup meilleur parce qu'ils m'ont dit même si le visuel était sympa, il fallait vraiment que je tape sur autre chose côté genre, parce que le gore, ils adhéraient pas, quoi. Justement, vous dites le gore, vous aimez beaucoup, donc même La Belle et la Bête, c'est pareil, c'est très noir aussi. Ouais. Est-ce que finalement les revues fantasy jeunesse que vous n'aimez pas vraiment au début et vous avez réussi à aimer ça autant, voire plus que le noir et gore que vous affectionniez avant de... Maintenant j'aime plus hein, ce que je fais que La Belle et la Bête que j'ai sorti en 2008 ou que mon premier projet. Si un éditeur venait et me disait ah ouais, votre projet Démon il nous plaît, on signe tout de suite, on vous publie, je dis bah non, j'ai plus envie, ça m'a passé quoi. Donc j'aime le gore, mais j'aime le gore pas pour le gore, j'aime le gore parce que c'est des histoires dures et sombres. Et ça, j'ai réussi à finalement à injecter ces ingrédients-là dans la série des légendaires. Donc ça ne me manque plus. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire les légendaires, c'était gentil, c'était souriant, hein, prends-le-nous dans les bois, enfin presque. Et c'est vrai, du coup, ça me manquait la noirceur de mes premiers projets. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu faire une pause et faire La Belle la Bête, parce qu'il faut que je me défoule, quoi. Et après avoir fait La Belle la Bête, je me suis dit, mais finalement, ces ingrédients-là, je peux très bien les mettre dans les légendaires. Et c'est ce que j'ai fait à partir du cycle d'Anatos. Donc ça me manque moins, cette envie de mettre de la noirceur dans les albums, parce que maintenant je le fais. J'ai réussi, je pense, à faire le bon dosage dans la série. Donc voilà, je n'éprouve plus cette envie de me remettre à faire de la série complètement noire, parce que je pense que finalement que je suis fait pour faire de la série jeunesse, mais à condition qu'on me laisse quartier libre pour y mettre de temps en temps voilà, cette noirceur qui est en moi, je sais pas. On sait que vous n'êtes pas friand des storyboards. Est-ce qu'au bout de 10 ans de travail... Pas friand, c'est que je sais pas faire, tout simplement. Hein. Ouais. C'est pas que pour moi, c'est une étape dont je peux me passer. Alors du coup, moi, le storyboard, pour moi, c'est une perte de temps dans le sens où il y a 2 étapes finalement que je fais pas. C'est l'écriture des scénarios noir sur blanc avec que du texte. Genre case 1, il va se passer ceci, case 2, il va se passer cela, case 3, gros plan, enfin... Tout ça, techniquement, je sais même pas le faire. Donc moi, il faut que je dessine pour raconter mes histoires. C'est pour ça que Nadou, quand je lui propose mes scénars, c'est sous forme de crayonné, parce que c'est comme ça que je sais raconter mes histoires. Du coup, le storyboard, pour moi c'est un peu une étape, c'est une répétition avant de faire la BD. Donc je me dis, mais pourquoi répéter, je sais ce que je veux faire. Donc j'attaque directement les crayonnés. Alors un storyboard me permettrait sans doute de mieux équilibrer l'ensemble des 46 pages, en sachant combien de pages il va me rester pour arriver à telle ou telle scène. Mais bon, j'ai pu m'en passer jusqu'à présent. Bon, sincèrement, je vois pas pourquoi je perdrais 1 mois ou 2 supplémentaires à faire cette étape-là. Donc finalement, je peux très bien me passer. C'est pas que je trouve, c'est pas que j'aime pas, c'est que je la juge pas utile. Après, pour d'autres auteurs, tant mieux s'ils aiment faire ça et qu'ils semblent qu'il faut le faire. Mais moi, voilà, donc c'est pas mon truc. Y a-t-il certains choix pour même les 2 séries qu'aujourd'hui vous regrettez? Ah bah oui, la première chose que je regarde dans la série, c'était de ne pas l'avoir prise assez au sérieux quand je l'ai commencé. Comme je vous disais au départ, que je faisais Légendaire, j'aimais pas ça. J'avais qu'une idée en tête, c'était de revenir à mes premiers projets. Donc pour moi, les Légendaires à l'époque, je le voyais que comme genre, bon, je fais ça pendant 2-3 ans, puis après ils me laisseront peut-être faire ce que je veux vraiment. Donc je dois reconnaître, et je suis le premier à m'en excuser, je ne me suis pas investi comme j'aurais dû le faire sur les premiers tomes des Légendaires. J'ai fait quelque chose de sympa, mais ça aurait pu être plus que sympa. Donc sincèrement oui, il faudrait que si je pouvais remonter le temps, j'irais me donner un coup de pied au cul il y a 10 ans quoi. En disant oh tu sais ce que tu tiens entre les mains là, bouge-toi un peu. Donc voilà, si j'ai un regret, c'est vraiment celui-ci. Après non, j'en ai pas, je regrette toujours que le tome précédent, je le trouve des fois un peu moins bien techniquement et tout ça, parce qu'on évolue forcément. Donc j'aurais du courage, je referai mes premiers tomes, mais après du coup, enfin, ça c'est que le sans fin. Donc après j'ai que des regrets, mais qui sont dus à mon inexpérience ou au fait que voilà qu'on évolue ce genre de choses.
tout le reste, non, parce que tout le reste, c'est excellemment passé, quoi. Tout est venu au moment où ça devait venir, y compris l'animé, même si je commençais à désespérer qu'un jour il y ait une adaptation, mais non, il a fallu attendre le bon moment pour avoir les bons interlocuteurs, le bon poids également, parce que plus une série a de poids, plus on peut s'imposer en disant voilà, on veut bien l'animer, mais attention, nous on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut que ça se passe comme ci, comme ça. On peut avoir ce poids-là quand on a un best-seller, quoi. Donc tout est venu au moment où ça devait venir. Donc j'ai franchement une bonne étoile sur toute la tête. Il y a des choses que j'ai pas appréciées, que j'ai mal vécues, des fois, comme au moment du cycle d'Anatos, la mort de Danaël. Ça a vraiment fait péter les câbles à beaucoup de fans. Et certains m'ont crucifié, quoi. Et on sont devenus presque menaçants, quoi. Donc il y a des choses que, ouais, j'aurais voulu que ça se passe différemment, parce que ça a gâché un peu certains moments. Mais globalement, non, ouais, non, c'est vraiment que des bons moments, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, vous me demandiez si je devais retenir un bon moment, c'est dur, parce qu'il arrive tellement, quoi. Voilà. Face à un contexte que l'on sait difficile, est-ce que vous conseilleriez finalement le métier de dessinateur de bande dessinée à quelqu'un Ben, je serais con de le dissuader. Je veux dire, quand je sais comment ça peut être jouissif de faire ce métier, et qu'on peut en vivre si ça marche bien. Malheureusement, je sais aussi que je suis une exception dans la BD. Je suis le 1 cas sur 100 ou le 1 cas sur 1000, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai eu le bol incroyable que ma première série, ce soit la bonne, c'est-à-dire qu'elle m'ait permis d'en vivre directement dès le départ, et qu'elle soit devenue le phénomène qu'elle soit maintenant. Je veux dire, Les Légendaires, pour être terre à terre, c'est une série qui va me faire vivre le restant de ma vie maintenant. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent tout autour de la série, avec la série origine, le dessin animé prochainement. On pourra envisager des produits dérivés, des jeux vidéo. Donc voilà, j'ai pas l'inquiétude de quoi je vais vivre ces prochaines années. Parce que j'ai la chance que ma série cartonne. Alors c'est vrai que quand un jeune auteur vient me voir, me donne un conseil, tout ça, je lui dis ce qu'il faut faire, pas faire, qu'il ne faut pas se décourager, qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en question, parce que moi c'est ce que j'ai fait, parce qu'au départ je ne voulais pas faire de la BD jeunesse, et c'est parce que j'ai vu que mes projets adultes ne trouvaient pas acquéreur que je me suis dit allez, tentons jeunesse, et maintenant je sais que je suis fait pour ça. Donc souvent je donne ce conseil au lecteur, c'est ne t'accroche pas forcément à ton premier truc, quoi. Parce que des refus, tu vas en avoir des dizaines, si ce n'est pas des centaines, avant qu'on ait un oui, quoi. Moi, si je prends mes 3 projets BD cumulés, c'est-à-dire le projet manga Démon, le projet couleur Démon et le projet des légendaires, si je cumule tous les noms que j'ai eu 60 noms pour un oui, peut-être. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, faut être prêt à encaisser. Hein, faut pas penser que tout de suite on va vous dire oh, mais c'est vous qu'on attendait. Voilà, ça marche pas comme ça, quoi. Combien de séries qui ont fait des cartons ont été refusées par plein d'éditeurs, et inversement, combien de séries que je trouve géniales n'ont jamais marché. Il y a toujours un facteur chance ou hasard qu'on ne peut pas contrôler. Si on avait tous la bonne formule pour qu'une BD marche, tout le monde ferait des best-sellers. C'est pas compliqué. Donc en fin de compte, il y a toujours une part qui est incontrôlable, et malheureusement elle n'est pas liée au talent de l'artiste. Donc il faut bien qu'on rende compte que c'est un métier qui est beaucoup plus dur maintenant qu'à l'époque où je suis rentré, et déjà à l'époque où je suis rentré c'était pas ça, parce qu'on est trop, pour dire ce qui est, on est trop d'auteurs, trop de maisons d'édition, donc il n'y a que les plus forts ou les plus chanceux qui s'en sortent. Donc c'est le genre de métier où souvent on doit manger de la vache enragée au départ, parce que c'est très difficile d'en vivre dès le départ. Faut presque avoir un autre job à côté quand on débute. C'est un travail de passionné. C'est un métier où il va falloir se démener. Voilà. Mais après, c'est un métier passionné, comme je dis, et je ne peux pas dissuader quelqu'un qui a du talent de se lancer dans l'aventure. Je l'ai fait et je m'éclate. Après, il faut être conscient des réalités. C'est surtout ça. Vous avez recruté Nadous via son blog. Est-ce que vous pensez que finalement avoir un blog c'est un atout par rapport à Oui, parce que plusieurs auteurs maintenant parce que les éditeurs sont beaucoup plus sélectifs maintenant dans les séries qui sortent, parce qu'ils ne veulent pas se planter financièrement, donc ils sont beaucoup plus sélectifs. Et l'un des moyens de sélection que les éditeurs utilisent maintenant, c'est les réseaux sociaux, les blogs et tout ça. Je prends un exemple de la BD Lou, par Julien Lille, dont il y a eu une adaptation animée et prochainement un film live au cinéma. Il n'a même pas démarché. L'éditeur a été le chercher sur son site, quoi. Donc comme moi j'ai fait pour Nadou finalement, quoi.
Donc voilà, et puis on voit où ça peut mener. Donc oui, c'est super important d'avoir une vitrine comme ça. Ça vous permet de vous exposer, de montrer ce que vous savez faire, les DeviantArt et tout ça. C'est super important. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelques artistes pour d'éventuels projets à venir. C'est via les DeviantArt que j'ai fait la connaissance. Je les ai contactés, est-ce qu'on peut se voir à la Japan Expo et tout ça, quoi. Donc oui, non, c'est super important, c'est presque vital peut-être pour certains auteurs d'avoir ce genre de vitrine, quoi. Vous, c'est fan de Dragon Ball, de Senseiya. Parmi les succès récents, que ce soit musique, série télé, film, qu'est-ce qui vous influence? Qui m'influence, rien. Je dis pas que des fois je mets pas un clin d'œil ou telle chose. Par exemple, l'arbre géant de Gamera dans le tome 13, l'idée m'est venue en voyant le film Avatar avec l'arbre géant et tout ça. Mais j'ai pas de nouveau modèle graphique qui me serait apparu. Je vais avoir des idées de lumière en voyant tel ou tel manga, animé, des choses comme ça. Mais c'est plus voilà, des petits, de la technique, des petits points techniques. Ah tiens, oui, ce genre d'effet lumineux, c'est pas mal ça, si j'essaierais de faire ça dans l'album. Ah, ce genre de plan comme ça, éloigné, c'est sympa, ça fait bien. Voilà, des petites idées techniques comme il apparaissent comme ça. Mais mes influences profondes, ça reste les séries animées des années 80 parce que elles délivraient quelque chose que je ne retrouve plus dans les séries actuelles. Alors, soit j'ai grandi et je suis beaucoup moins sensible aux nouvelles séries, soit elles ont perdu quelque chose avec le temps. Il y a quelque chose, mais je pense que c'est vraiment qu'elles ont perdu quelque chose avec le temps. Parce que maintenant, elles sont beaucoup, les séries animées, si on doit parler de séries animées, sont beaucoup mieux techniquement maintenant. On voit des effets, des plans, c'est beaucoup plus cinématographique, c'est beaucoup plus décomposé, c'est franchement bluffant, mais ça manque d'âme souvent. Je sais pas, c'est très froid, c'est beau mais stérile, quoi. Il y a quelque chose il y a une âme qui manque, que j'ai retrouvé peut-être récemment que dans Fairy Tail. Même One Piece, je trouve qu'elle a perdu cette âme-là. One Piece, j'ai beaucoup aimé les premiers tomes, et depuis, je sais pas, 10-20 tomes, One Piece, il y a quelque chose qui s'est perdu dans le carnaval qu'est ce manga-là, avec plein de personnages dans tous les sens. Il y a quelque chose qui s'est perdu. J'ai l'impression que l'objectif, c'est plus que de la surenchère, de monde, de délire. C'est le pays des merveilles en permanence, quoi. Du coup, il n'y a plus rien de crédible, de plausible. C'est le pur délire, c'est un trip, quoi. C'est devenu un gros trip, One Piece. Et je trouve qu'il a perdu son essence. Fairy Tail, même si on peut dire que c'est franchement pompé, c'est One Piece au départ, a un esprit pur, je dirais. Et il ne s'est pas encore laissé dominer, je trouve l'auteur dans son manga. Ses histoires sont très prévisibles, sans doute, bourrées du happy end à toutes les sauces, mais moi ça me fait plaisir de lire ce genre de manga parce que ça donne chaud au cœur. Voilà. Et c'est ce que j'aimais en voyant du Senseiya ou en voyant du Dragon Ball. C'est que je dis voilà, ça m'a fait plaisir, c'est positif, ça me fait du bien de lire ou de voir ça. Et Death Note, non? Death Note, si, mais dans un autre trip. Okay. Death Note, oui, c'est ma vraie claque de ces dernières années en manga. Mais on ne peut pas dire que je me sens bien après l'avoir lu, quoi. C'est pas genre, waouh, j'ai la pêche maintenant. Non, ça me le fait pas, ça. Death Note, c'est du stress, c'est de l'ulcère, quoi. Ça me nourrit l'estomac quand je lis certains tomes. Et d'avoir fait ça, c'est. Voilà, voilà. Mais là, on parle d'un truc. C'est le trip négatif, quoi. C'est le truc genre, oh putain, qu'est-ce que c'est glauque, quoi. Mais c'est du plaisir malsain, voilà. Voilà, avec ce défaut aussi, hein, c'est beaucoup trop long, Death Note. Ça aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt. Mais bon, voilà, aucun manga n'est parfait, mais oui, c'est un super trip. Mais en rien, ça n'influence. Non, on va retirer la dernière phrase que je viens de dire quand je dis que ça n'influence en rien. On coupera. Ouais, on peut laisser, mais bon, non, je ne dirai pas plus. Ok, d'accord. Pour finir donc l'interview, est-ce que vous avez des projets à côté, en plus du dessin animé, ou après Légendaire, pour lesquels vous réfléchissez déjà? Des projets, oui, mais j'essaie de trouver un autre moyen de d'étendre l'univers des Légendaires, avant la venue du dessin animé, peut-être. Donc c'est trop tôt pour en parler. Si les choses avancent comme je veux, j'en tiendrai, de toute façon je tiendrai au courant les fans via le site, hein. Mais oui, j'ai des projets autour des Légendaires. Et Next Generation, il y a une possibilité que ça voit le jour? Non. C'était vraiment un délire. Non,
Le seul point commun avec l'illustration Next Generation que j'avais vu à un moment et que tout le monde a pensé qu'elle était l'annonce d'une future série alors que pas du tout, c'est que dans la série World Without, donc, dont j'ai annoncé la venue via mon site web il y a quelques jours, il y aura un enfant dans Légendaire, ça c'est sûr, et qui aura sa place dans l'histoire, on va dire. Mais pas forcément l'illustration, ça Non, peut- non. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas en tenir compte de l'illustration que j'avais faite il y a quelques années. Mais voilà, c'est le seul point commun avec le côté nouvelle génération, c'est qu'en effet, un légendaire va avoir un enfant dans la série World Without. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci à vous.